Lundi matin, je suis entré dans notre siège de Chicago et j'ai découvert que je n'existais plus. Mon nom avait disparu de l'annuaire de l'entreprise, mon titre effacé, mon profil supprimé, comme si je n'y avais jamais travaillé. Pourtant, mon badge ouvrait encore toutes les portes. C'est là que j'ai compris. Ce n'était pas un bug. Quelqu'un voulait que je devienne invisible. Il pensait qu'en m'effaçant, il me priverait de toute autorité. Au lieu de ça, ils m'avaient offert la couverture parfaite pour démanteler leur pouvoir, pièce par pièce, jusqu'à ce qu'ils ne réalisent même pas qu'ils étaient déjà finis. Avant de poursuivre mon histoire, d'où regardez-vous? Cliquez sur « J'aime » et abonnez-vous. Si vous voulez savoir exactement comment j'ai fait, croyez-moi, vous voudrez entendre la suite. J'ai passé mon badge à l'entrée principale de notre siège de Chicago, m'attendant au habituel voyant vert et au ronron familier du tourniquet du hall. Le badge a fonctionné. Mais lorsque je me suis connecté à mon bureau, quelque chose n'allait pas. Mon nom n'apparaissait plus dans l'annuaire de l'entreprise. Plus de titre, plus de service, plus aucune trace dans le système RH. La signature d'email que j'utilisais depuis des années avait été remplacée par une simple mention « employé ». C'était comme si j'avais été effacé de l'existence. Pourtant, rien d'autre n'avait changé. Mon ordinateur se déverrouillait, mon autorisation de sécurité restait intacte, et même ma carte d'accès à l'étage des dirigeants fonctionnait sans accroc. C'est à ce moment-là que j'ai compris. Ce n'était pas un bug du système. C'était intentionnel. Quelqu'un avait pris la décision de supprimer mon identité des dossiers, mais il avait été négligent. On m'avait retiré des registres officiels, pas des points d'accès. Et ces accès signifiaient que je pouvais encore circuler partout, voir tout, et toucher au système auquel je n'étais soi-disant plus censé avoir accès. Deviner qui se cachait derrière tout ça était presque trop facile. Ethan Brooks, le nouveau directeur des opérations, rôdait autour de mon territoire depuis le jour de son arrivée. Bruyant en réunion, prompt à promettre des résultats qu'il ne comprenait pas, et doué dans un seul domaine, jouer à la politique avec le conseil d'administration. J'étais là depuis près de 20 ans, et même si mon titre n'était pas tape à l'œil, mon influence était ancrée dans chaque chaîne d'approbation critique de cette entreprise. Cela faisait de moi un obstacle pour quelqu'un cherchant le contrôle absolu. Et désormais, apparemment, un obstacle jetable. Le choc s'est dissipé plus vite que prévu. Le temps de consulter les journaux informatiques, j'avais déjà décidé que je n'irais pas aux RH. Je n'allais pas supplier pour récupérer mon titre ou demander des explications. Non, c'était mieux ainsi. L'invisibilité est dangereuse entre de bonnes mains. S'il pensait que me retirer de l'organigramme allait m'écarter, il n'avait aucune idée de ce qu'il venait de déclencher. Il m'avait sorti de la lumière, ce qui signifiait que je pouvais agir sans que personne ne me surveille. Et la première personne que j'allais surveiller, de très près, c'était Ethan Brooks. Je n'ai pas agi de façon irréfléchie. Quand on est dans une entreprise depuis aussi longtemps que moi, on apprend que la survie ne dépend pas de celui qui fait le plus de bruit, mais de celui qui connaît le terrain mieux que quiconque. Alors, pendant les 3 jours qui ont suivi, je suis devenue une ombre. J'ai observé, j'ai écouté, j'ai pris la mesure du champ de bataille. Dans ce bâtiment, les titres comptaient moins que les relations, et les processus n'étaient pas écrits dans des manuels. Ils vivaient dans les habitudes de ceux qui les faisaient fonctionner. J'ai tout cartographié. Qui avait le dernier mot sur l'approbation des fournisseurs? Qui contrôlait le budget discrétionnaire pour les dépassements de projets? Quel chef de département influençait réellement les décisions du conseil et lesquelles n'étaient que du bruit? J'ai étudié le rythme de l'agenda d'Ethan, où il investissait son attention, quelles réunions il assistait en personne et lesquelles il déléguait. Chaque vide était une faiblesse, chaque excès, une opportunité. J'ai noté la manière dont les managers interagissaient avec lui. Les sourires étaient polis, mais creux. Son charme restait en surface, bâti sur des mots à la mode et de grandes promesses, sans profondeur. Dès qu'il quittait la pièce, les questions commençaient à flotter vers moi. Pas directement, pas encore, mais je voyais l'hésitation dans leurs yeux, la façon dont ils regardaient autour d'eux avant de parler du nouveau venu. Cela confirmait ce que je soupçonnais. Ethan avait le titre, mais pas la confiance. C'était l'ouverture dont j'avais besoin.
J'ai aussi commencé à tracer la carte des alliances tacites de l'entreprise. Certains départements m'étaient redevables, de petites faveurs peut-être, mais qui s'accumulaient. Les fois où j'avais accéléré une demande de budget, sauvé une relation client ou réglé un désastre technique sans chercher de coupable. Les gens s'en souviennent, surtout quand celui que vous avez sauvé est aujourd'hui chef de département. Au bout du 3e jour, ma carte mentale était complète. L'organigramme officiel, si j'y avais encore figuré, aurait montré une hiérarchie claire avec Ethan bien installé au sommet des opérations. Ma version, elle, était tout autre. Un réseau de lignes d'influence, de points de pression et d'étranglement, dont presque aucun ne passait par lui. Si Ethan pensait que le bureau du directeur faisait de lui un roi, il n'avait pas remarqué que le trône sur lequel il était assis était entouré de trappes. Il ne me restait plus qu'à choisir laquelle ouvrir en premier. La beauté d'avoir été effacé de l'annuaire, c'était que le système ne suivait plus ma présence. Aucun avertissement lorsque j'accédais à des fichiers. Aucune notification lorsque je consultais des tableaux de bord restreints. Je me déplaçais dans les couloirs numériques de l'entreprise comme de la fumée, sans laisser de traces. Ethan pensait probablement m'avoir coupé de tout ce qui comptait, mais en réalité, il avait supprimé la seule laisse qui aurait pu m'arrêter. Ma première étape fut de me glisser dans le back-end du portail de gestion des opérations. Je disposais encore des accès administrateurs, quelqu'un, au service informatique, avait oublié de les retirer lorsqu'on m'avait supprimé des dossiers RH. À partir de là, j'ai commencé à modifier les circuits d'approbation. Une demande d'achat qui allait autrefois directement à Ethan nécessitait désormais une vérification temporaire d'un approbateur secondaire. Moi. Les renouvellements de contrats le fournisseur arrivaient dans ma boîte mail sous prétexte de contrôle qualité de documents. Ce n'était même pas des changements brusques. Je les faisais lentement, subtilement, en les noyant parmi de véritables mises à jour du système, de sorte que personne ne puisse pointer une seule modification suspecte. Ensuite, j'ai élargi mon champ d'action. J'ai fouillé dans les dossiers de projets archivés, en ressortant ce qu'Ethan était le plus susceptible de manipuler dans les semaines à venir. J'y ai ajouté des dépendances cachées, de petites tâches opérationnelles qui, si elles étaient ignorées, provoqueraient des retards. Seul moi avait l'autorité de les valider. Si quelqu'un posait des questions, je pouvais les présenter comme une mesure de sécurité, un contrôle qualité destiné à éviter que des erreurs ne passent inaperçues. En réalité, c'était un portail et j'en détenais la seule clé. Tandis que j'agissais dans l'ombre du système, je restais assez présent physiquement au bureau pour rappeler aux gens que j'étais toujours là. Je passais au bureau d'un manager avec une solution rapide à un problème bloqué depuis des jours. Je corrigeais une erreur de rapport qui causait des migraines au service financier. Chaque fois que je réglais quelque chose, je veillais à ce qu'Ethan ne soit pas impliqué. Son absence du processus devenait la norme. Les gens cessaient de lui demander des réponses parce que je les fournissais plus vite, plus clairement, et sans le spectacle dont il raffolait. À la fin de la 2e semaine, je contrôlais les validations de tout, des contrats marketing aux achats de matériel informatique. Ethan apposait toujours sa signature sur les documents finaux, mais la véritable décision avait été prise des heures plus tôt. Par moi. Il ne s'en rendait pas compte, trop occupé à jouer au directeur, confondant visibilité et contrôle. Parfait. Je ne cherchais pas à être vu. Je voulais posséder les fils invisibles qui faisaient tourner toute la machine, et un à un, je les tissais entre mes mains. Dans un endroit comme celui-ci, l'influence ne change pas de main avec un seul geste spectaculaire. Elle se déplace progressivement, comme une rivière qui trouve un nouveau cours. J'ai commencé par contrôler le flux d'informations. Les rapports hebdomadaires censés atterrir dans la boîte mail d'Ethan étaient discrètement redirigés vers la mienne pour révision préliminaire. Les mises à jour des départements passaient par moi sous prétexte d'assurer une cohérence de présentation pour le conseil d'administration. Les budgets et les allocations de ressources transitaient par mes mains avant celles de quiconque, me donnant le premier, et souvent le seul, regard sur les vrais chiffres. Les managers se sont adaptés rapidement, non pas parce que je l'exigeais, mais parce que je leur simplifiais la vie.
S'ils avaient besoin d'une réaffectation urgente de budget, je l'approuvais avant que la demande n'ait le temps de se perdre dans l'agenda saturé d'Ethan. Si un fournisseur attendait une signature, je la livrais en quelques heures plutôt qu'en plusieurs jours. Mon objectif n'était pas encore de l'humilier, c'était de le rendre inutile sans qu'il s'en rende compte. Avec le temps, j'ai remarqué de subtils changements dans la façon dont les gens se comportaient autour de lui. Les conversations qui s'interrompaient autrefois à mon arrivée s'interrompaient désormais à la sienne. Les managers cessaient de lui donner spontanément des mises à jour, sauf s'ils les sollicitaient. Et lorsqu'ils le faisaient, les réponses restaient vagues, car les véritables détails m'avaient déjà été donnés. Même son assistante venait me voir pour clarifier des points d'action parce que, selon ses mots, ça va plus vite comme ça. En vérité, Ethan était toujours techniquement le directeur, mais le courant du travail, le mouvement des projets, l'approbation des budgets, la maîtrise des délais, contournaient complètement sa position. Il était assis au milieu de la rivière, souriant à son reflet, sans se rendre compte que l'eau ne le touchait plus. Je n'avais pas encore besoin qu'il échoue publiquement, j'avais seulement besoin qu'il continue de flotter, inconscient, pendant que je construisais le barrage en amont. Ça a commencé petit, des détails qui glissaient entre les mailles sans qu'Ethan ne se rende compte de leur absence. Lors d'une révision budgétaire de département, il cita les chiffres du mois précédent, sans réaliser que les données avaient arrêté de changer, après un ajustement de dernière minute que j'avais approuvé sans l'informer. Dans une réunion de suivi client, il promit une date de livraison déjà repoussée de 2 semaines, car j'avais réaffecté les ressources à un projet plus prioritaire. Les managers présents ne le corrigèrent pas. Ils me jetèrent simplement un coup d'œil, attendant mon signe de tête pour confirmer les véritables délais. Ils prirent leur silence pour un accord. Rapidement, ces petites erreurs s'empilèrent. Il entrait en réunion confiant pour découvrir que la discussion prenait une direction qu'il n'avait pas anticipée, car les données qui l'alimentaient venaient de moi. Il réagissait en accusant des problèmes imprévus et des lacunes de communication, sans jamais soupçonner que ces lacunes étaient intentionnellement créées. Chaque fois qu'il paraissait mal préparé, j'étais là avec la pièce manquante, la glissant sur la table comme une pensée de dernière minute. Cela me faisait paraître serviable. Cela le faisait paraître dépendant. C'est ça, le problème avec les fissures. Elles ne s'annoncent pas avant que la structure ne commence à gémir. Et à ce moment-là, les dégâts se propagent déjà silencieusement dans toute l'ossature. Au moment où la revue trimestrielle du conseil approcha, j'avais chaque fil exactement là où je le voulais. Ethan croyait qu'il s'apprêtait à démontrer son leadership avec un jeu de métriques impeccable et des prévisions qui allaient impressionner le conseil. Ce qu'il ne réalisait pas, c'est que ces métriques reposaient sur les données que je contrôlais et que j'avais veillé à ce que la surface paraisse irréprochable, tandis que la fondation restait discrètement instable. J'avais inséré de légères incohérences dans les rapports les plus critiques, assez subtiles pour passer une relecture superficielle, mais impossibles à réconcilier sous un examen attentif. Des chiffres d'achat qui ne correspondaient pas aux factures fournisseurs. Des rendements de département dépassant, sur le papier, le nombre d'heures de travail disponibles. Des modèles prévisionnels parfaitement alignés sur les résultats du trimestre précédent, mais en contradiction avec les rapports de tendance actuels. Rien ne pointait directement vers du sabotage, cela ressemblait simplement à de la négligence. En parallèle, j'avais gardé la vraie version des données, celle qui passerait sans problème sous inspection, rangée dans mes dossiers privés, prête à être produite dès qu'on me demanderait des éclaircissements. J'avais également orienté certains documents de préparation du conseil afin que les questions portent sur l'exécution opérationnelle, mon domaine, pas le sien. La beauté de ce montage résidait dans son caractère inévitable. Si personne ne creusait, Ethan passerait pour compétent mais insignifiant. Mais si quelqu'un décidait de remettre les chiffres en question, les fissures apparaîtraient immédiatement et j'étais le seul à détenir les réponses manquantes. Dans tous les cas, le contrôle m'appartenait. Il ne me restait plus qu'à m'asseoir, garder une expression neutre et attendre que les lumières de la salle du conseil s'allument.
La réunion trimestrielle du conseil était toujours un spectacle, et Ethan s'était habillé pour le rôle, costume sur mesure, boutons de manchette étincelants et le sourire assuré de quelqu'un convaincu que la salle lui appartenait. Il commença fort, enchaînant les diapositives remplies de graphiques parfaitement formatés et de prévisions confiantes. J'étais assise à mi-chemin le long de la grande table, en verre, la seule, sans plaque nominative, observant en silence. Les 20 premières minutes furent fluides, presque monotones. Puis, le directeur financier, un homme qui ne posait jamais de questions sans déjà connaître les réponses, se pencha en avant. « Ethan, vos coûts d'achat pour le deuxième trimestre ne correspondent pas aux factures que nous avons reçues. Pouvez-vous expliquer cette différence ?» Ethan cligna des yeux, esquissa un sourire crispé et se lança dans une explication vague sur des écarts de calendrier et des rapprochements en attente. L'expression du directeur financier ne bougea pas. « Nous aurons besoin de précision. Aujourd'hui. » La voix d'Ethan vacilla une fraction de seconde avant qu'il ne promette de faire un suivi après la réunion. Mais les fissures s'élargissaient. Une administratrice venue de New York feuilleta son exemplaire du rapport opérationnel. Et ici, votre production de département affiche 112% d'efficacité. Comment est-ce possible compte tenu des heures de travail déclarées ? Plus de bafouillage. Un autre directeur demanda pourquoi le modèle prévisionnel ne correspondait pas au rapport de tendance actuel. Ethan remua ses papiers comme si les réponses pouvaient s'y cacher. Le silence qui suivit était lourd et c'est alors que le PDG prit la parole. Il semble qu'il y ait des lacunes dans le suivi opérationnel qui a directement géré l'exécution de ces projets. Son regard balaya la table et s'arrêta sur moi. « Lisa, n'avez-vous pas coordonné ces comptes ?» Je sentis le changement dans la salle, la prise de conscience collective que la personne invisible venait d'être nommée. Ma voix resta posée. « Oui, je gère le flux opérationnel pour garantir que les livrables restent sur la bonne voie. » Le directeur financier se tourna vers moi. « Avez-vous les données rapprochées pour ces rapports ?» Je fis glisser un dossier mince sur la table. « Ici, les factures des fournisseurs correspondent au centime près. Les taux d'efficacité ajustés à la capacité réelle de travail. Les modèles de tendance mis à jour ce matin. » Les administrateurs se penchèrent, parcourant ces chiffres nets et irréprochables. Le contraste avec la prestation hésitante d'Ethan était indéniable. Personne ne le dit à voix haute, mais la conclusion se lisait dans chaque regard. La personne qui avait les réponses n'était pas l'homme en costume, c'était le fantôme dans la pièce. Ethan tenta de se rattraper, affirmant que je l'avais assisté. Mais à ce stade, le mal était fait. Le PDG clôtura la discussion par un signe de tête mesuré dans ma direction. Nous devrons revoir la chaîne de commandement des opérations. La réunion continua, mais la posture d'Ethan, elle, ne se redressa jamais. Ses mains restèrent tôt jointes devant lui, son sourire figé mais vide. Il était entré dans cette salle persuadé d'être la pièce maîtresse des opérations de l'entreprise. Mais en moins d'une heure, il était devenu évident pour tous que son autorité n'était qu'une illusion, et que j'étais celle qui avait tissé les fils qui la maintenaient. En moins d'une semaine après la réunion du conseil, la présence d'Ethan au bureau s'était réduite à une ombre. Sa démarche assurée avait disparu, remplacée par des appels à huis clos et des départs précipités. Puis, un lundi, sa plaque en verre disparut de la porte du bureau du directeur. Pas de mail d'adieu, pas d'annonce, juste une note discrète des RH précisant qu'il avait démissionné pour poursuivre d'autres opportunités. La vérité était plus simple, il avait été écarté sans résistance car il n'avait plus rien à contrôler. Quelques jours plus tard, le PDG me proposa le titre d'Ethan. Je refusai. Les titres sont visibles et la visibilité est une vulnérabilité. J'avais déjà tout ce qui comptait, les validations, le flux d'informations, la loyauté de ceux qui faisaient réellement avancer l'entreprise. Accepter ce poste aurait signifié hériter de sa cible. Rester invisible me garantissait un pouvoir incontesté. Je passais devant le bureau vide du directeur sans un regard. Les leviers du pouvoir étaient toujours dans mes mains, cachés aux yeux de tous. Et si l'entreprise décidait un jour de mettre quelqu'un d'autre sur cette chaise, je m'assurerais qu'il comprenne ce qu'Ethan n'avait jamais saisi. Ici,
Le vrai pouvoir n'est pas le nom sur la porte, c'est le fantôme qui se tient derrière. Il pensait pouvoir m'effacer du système, mais il n'avait pas compris qu'en me retirant mon titre, il me retirait aussi les règles qu'il croyait pouvoir m'imposer. À cet instant, je cessais d'être un employé qu'il pouvait ingérer, pour devenir le fantôme qu'il ne pourrait jamais contrôler. Le cœur de mon histoire ne parle pas de titres, de bureaux ou de plaques nominatives, il parle de la compréhension que le vrai pouvoir réside dans l'influence, pas dans la reconnaissance. Lorsque je me suis retrouvée supprimée des registres de l'entreprise, ma première réaction aurait pu être de protester, d'aller voir les RH, de réclamer mon poste. Mais réagir émotionnellement, dans un système conçu pour protéger l'agresseur, donne rarement des résultats. À la place, j'ai pris la seule chose qu'il m'avait donnée par accident, la liberté d'être invisible, et je l'ai utilisée pour observer, m'adapter et reprendre le contrôle d'une manière qu'il ne pouvait pas anticiper. Dans le monde de l'entreprise, beaucoup confondent autorité et compétence. Mais la vraie compétence, celle qui façonne les résultats, agit souvent dans le silence. Je n'avais pas besoin de couvrir la voix d'Ethan en réunion ni de le défier publiquement. Je devais simplement devenir le maillon irremplaçable de chaque processus important jusqu'au jour où toute la structure ne pourrait fonctionner qu'à travers moi. La leçon ici n'est pas que la vengeance est douce, mais que la préparation et la retenue peuvent être plus puissantes qu'un conflit ouvert. En contrôlant le flux d'informations, les décisions et les relations, j'ai fait en sorte que, lorsqu'Ethan trébucherait, la vérité soit évidente sans que j'aie besoin de la proclamer. Ce principe s'applique bien au-delà des bureaux, en affaires, dans les communautés et même dans les relations personnelles. Ceux qui contrôlent les mécanismes invisibles détiennent le véritable pouvoir. Et pourtant, la conclusion n'avait rien à voir avec une humiliation gratuite. Ethan n'a pas perdu son poste dans un éclat de honte publique. Il a simplement démissionné, vidé de toute pertinence. C'est la beauté d'une vengeance mesurée. Elle élimine la menace sans créer de nouveaux ennemis. Il ne s'agit pas de brûler les ponts, mais de rendre le pont inutile jusqu'à ce qu'il s'effondre de lui-même. Dans la vie, la logique est la même. Il n'est pas toujours nécessaire de livrer bataille en première ligne. Parfois, le meilleur mouvement consiste à prendre du recul, observer les véritables leviers de contrôle, puis se positionner de manière à ce que ces leviers soient entre vos mains. Et une fois qu'ils y sont, inutile de le crier sur tous les toits. Une influence calme et stratégique peut changer les résultats bien plus efficacement que tout le bruit du monde. Vous n'avez pas besoin de gagner en prenant la lumière, vous gagnez en rendant cette lumière inutile à votre réussite. Les titres, la reconnaissance et le crédit public sont temporaires. Mais si vous comprenez vraiment comment fonctionne le système et que vous vous placez discrètement à l'endroit où toutes les routes mènent à vous, vous créez une forme de pouvoir que personne ne pourra jamais vous retirer. Comment commencer dès aujourd'hui ? 1. Cartographiez le véritable flux de pouvoir dans votre environnement de travail, découvrez qui prend réellement les décisions, pas seulement qui détient le titre. 2. Devenez indispensable en résolvant les problèmes plus vite et plus proprement que quiconque. 3. Contrôlez votre flux d'informations. Décidez stratégiquement qui doit savoir quoi et à quel moment. 4. Documentez votre influence en privé. Gardez une trace de vos réussites, même si personne ne les voit encore. 5. Restez calme sous pression, la visibilité n'est pas toujours l'endroit le plus sûr. Si vous avez déjà vécu un moment où vous vous êtes senti effacé, sous-estimé ou mis à l'écart, je veux connaître votre histoire. Partagez votre expérience dans les commentaires, envoyez ce message à quelqu'un qui en a besoin, et abonnez-vous pour ne jamais manquer une stratégie qui transforme les mouvements silencieux en victoire durable.